Un excellent lundi matin, lendemain de victoire, Bernard. Bernard Paquet, les bons conseils. On célèbre avec son drapeau, toi, du Canadien. avec Jesus Dombèche. Oh yes! Ah, fait qu'on s'est couché pas si tard que ça. Ça va, on est top shape ce matin. Oui. On est top shape pour parler finances et aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. On va se parler ensemble des fonds d'investissement, spécialement des fonds distincts et des avantages qu'il y a de faire affaire avec des fonds distincts. Exactement. Puis avant de commencer sur les fonds distincts, je voulais juste faire un petit retour. En fin de semaine, c'était le gala du mérite sportif Beaufort, la 47e édition. T'étais le président Donc, d'honneur. Que j'étais le président d'honneur. Et donc, j'ai eu la chance de devoir revoir l'organisation parce que j'y ai assisté pendant plusieurs années. Mais tu sais, ça fait déjà genre 25 ans ou 25 livres, là, les deux livres, que j'étais là comme athlète. Mais bref. Une moyenne d'une par année, c'est pas si pire, hein? On va se le dire. On va se dire que ça arrête. Ouais, c'est sûr. Tant que je plafonne à un moment donné. Mais bref, l'organisation était super. Il y a eu des petits problèmes techniques, puis sincèrement, Louis-Patrice Roy, je sais pas si vous connaissez, Oui, puis Richard Poulain, que vous connaissez assurément. Oui. Dans le fond, les deux étaient à l'animation, puis ils ont vraiment pris... ça paraissait pas. Même si Ils sont virés de bord. ils sont très hot. Des pros. Des pros. Fait que félicitations à toute l'organisation et félicitations à Steven Mathieu, qui a été le grand gagnant, les tasses d'or de cette édition. Félicitations, Yes. Monsieur Mathieu, parfait. Alors, revenons à notre Les fonds sujet distincts. principal, les fameux fonds distincts. Alors, les fonds distincts, que j'expliquais un petit peu hors de zone, le principe est simple. Lorsqu'on n'achète pas des actions pures, l'action d'une compagnie, on rajoute des regroupements d'actions. D'accord? Fait que, par exemple, j'ai un fonds de technologie. Bon, ben, je vais avoir plusieurs dizaines, centaines de compagnies. Fait que des pourcentages, des petits échantillons d'actions de différentes compagnies qui vont regrouper un fonds. Qui peut être un fonds commun, qui peut être un fonds distinct. Aujourd'hui, j'apporte l'attention sur les fonds distincts. Alors, les fonds distincts, premièrement, un des avantages principaux de ces fonds-là, c'est que ça vient avec la nomination d'un bénéficiaire. Donc, si j'ai des placements de façon standard, si jamais je décède, si je suis marié, ben ça va se rouler automatiquement à ma femme selon le contrat, si je suis en séparation de biens, société d'acquet, alors selon les définitions du contrat de mariage. Ouais. Si je ne suis pas marié, ben ça va être le patrimoine familial. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie qui reviendrait à mon épouse et il y a une partie qui reviendrait à mes enfants. Lorsque les enfants sont mineurs, ben rendu là, c'est géré habituellement par le parent survivant qui va le gérer jusqu'à la majorité des enfants. Lorsqu'on est dans un fonds distinct, on va nommer des bénéficiaires. Donc, ça se peut très bien que le bénéficiaire soit quelqu'un qui soit pas nécessairement aligné avec ma famille. Oui, ça se peut que ce soit ma femme, mes enfants, mais je vais avoir des pourcentages bien précis. Je peux en mettre plusieurs. Si jamais c'est un montant que j'aimerais laisser à un oncle, à mon père, à moi, fait grands-parents, peu importe, j'ai le droit de mettre qui je veux et de la manière que je le veux. OK. D'accord? Même si t'es marié, par exemple? Même si t'es marié. Donc, si par la base, le contrat de mariage fait en sorte que ma femme devrait avoir 50% de tout ce que j'ai et que j'ai quand même une belle fortune, j'ai plusieurs actifs, puis je veux pas que ce soit uniquement ma femme, je veux qu'elle ne manque de rien, mais aussi je veux que tel enfant ait un certain pourcentage, puis je me rends plus loin là-dedans, puis je devance peut-être un point. J'ai 4 enfants. Puis il y en a un là-dedans qui m'a demandé plus de mon vivant. D'accord? Par exemple, qui a fait des longues études, qui a eu peut-être un problème un petit peu plus tard dans sa vie, que je l'ai aidé financièrement. Ça se peut que j'y ai avancé beaucoup plus d'argent. Mais dans le train-train quotidien, tu t'en rends pas nécessairement compte. Puis possiblement même que ça n'a pas été dit puis nommé à tous les autres frères et sœurs pour pas faire de la jalousie, mais comme parent, tu sais très bien que tu n'as plus donné. Qu'est-ce qui arrive si tu ne nommes pas aucun bénéficiaire et que ça se sait devant le notaire? Est-ce que vous pensez que c'est bien vu qu'un reçoit moins que toutes les autres? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression non plus et je confirme, sans l'avoir vécu, que ça va pas bien. Lorsqu'on nomme un bénéficiaire sur un fonds distinct, la beauté de la chose, c'est que c'est secret. Les gens, ben, tu sais, bien entendu, quelqu'un à un moment donné va devoir l'envoyer, ce formulaire-là. Sauf que le formulaire qui va être envoyé, lorsque c'est marqué bénéficiaire, il ne le voit pas.
le nom nécessairement du bénéficiaire. Donc, rendu là, le chèque va se rendre directement à la personne et la personne qui va appeler, advenant le décès du propriétaire du contrat, ben, il n'a pas accès à ces informations-là. Fait que c'est un legs, on va dire, secret. Secret, mais qui en même temps, tu sais, je veux dire, va venir fort probablement acheter la paix d'une situation que toi, tu connais totalement. en tant que parent, en tant que, tu sais, versus d'aller expliquer ça à Exactement. tout le monde dans un contexte émotif aussi. Oui, vrai de ça. Fait que ça va éviter bien du tatouinage qui pourrait arriver devant le notaire lors de la lecture du testament. Fait que si, admettons, je vais skipper un point pour rester un peu dans le même principe. Si j'ai des bénéficiaires, des enfants, puis je veux qu'ils profitent de cet argent-là, mais qui sont mineurs. Comme j'ai nommé tout à l'heure, advenant le cas d'une situation classique qu'on n'est pas en fonds distincts, ça s'en va dans le patrimoine familial. Après ça, ben, il va y avoir une fiducie qui va être ouverte pour gérer l'argent en attendant que les enfants soient majeurs. À partir de là, si je n'ai pas de testament qui explique de quelle manière je veux que l'argent soit distribué, on reprend encore là quelqu'un qui a quelques centaines de mille, j'ai un 400 000, j'ai 2 enfants, je veux pas que mes enfants à 18 ans aient 200 000. Chacun, non, exact. Hein, on s'entend, on veut que le propriétaire du 200 000, je veux pas qu'il y ait accès, ils ont 18 ans, ils seront pas capables de le gérer. Exact. On l'entend s'entend bien souvent. là-dessus. On s'entend. Fait que, bref, qu'est-ce qu'on est capable de faire lorsqu'on a un contrat de fonds distinct? On est capable de créer une rente. Par exemple, on sait que l'argent est nécessaire. Ils vont en avoir de besoins plus jeunes. Puis, tu sais, encore là, ça va être comme un fiduciaire, probablement le parent qui va être capable de gérer. J'ai le droit de créer une rente. Admettons, mon enfant a 5 ans. Le calcul pour créer cette rente-là, ils vont prendre 18 ans d'âge, moins l'âge de l'enfant. Fait que dans la situation, l'enfant a 5 ans, il y aurait une rente de 13 ans que je serais capable de mettre en place, que le montant va se revirer, va sortir automatiquement. C'est un enfant de 5 ans, c'est pas lui qui va l'administrer, mais l'argent ne serait pas immobilisé, elle sortirait petit à petit, et ça fait en sorte que si c'est un bien qui est imposable, mettons un REER, même matin, je sors 200 000 de REER, ben le 200 000, ils font une coupe pratiquement en deux, là. Fait que c'est 100 000 que ma femme va gérer au nom des enfants. Donc, il a coûté cher. Si je le sors sur 13 ans, ben là, je ne sors plus 100 000 d'un coup. Là, je vais sortir 8 000, approximativement, 8 000 à chaque année. Fait que rendu là, pas 8 000, on avait mis un 200 000. Fait qu'autour de 16 000. Fait que l'imposition va être minime dessus parce que je sors beaucoup moins d'argent sur une plus longue période. Fait que versus le 50 %, ce serait quoi le chiffre environ dans le contexte qu'on a là? Je comprends qu'il faut faire le calcul. Là. Le principe, est, dans le fond, c'est de l'argent qui appartenait au défunt. Donc, si, admettons, l'année 1, ben, il en a liquidé plein de trucs, puis qu'admettons que son année de décès, que c'est 90 000, admettons, de revenus avec qu'est-ce qui a été sorti, ça donne un revenu de 90 000. Mais si les autres années, après ça, il n'y a plus rien, on s'entend, ben, on tombe avec un revenu excessivement bas. S'il y a juste le 16 000, tu ne payeras pratiquement pas d'impôt dessus, là. OK, fait qu'en effet, là, rendu là, tu sors la rente, puis... Exact. Fait que c'est une bonne manière d'avoir accès à l'argent un peu moins rapidement, mais surtout aussi qui coûte beaucoup moins cher que de sortir d'un coup. Et l'autre truc qu'on a parlé tout à l'heure, il existe des tests. Ben, dans le testament, il y a des clauses, dans le fond, pour être capable de léguer l'argent sous différents termes aux enfants. Dire, bon, ben, parfait, à 18 ans, je veux qu'il y ait le 10e de la rente de mon argent, de leur héritage. J'aimerais ça qu'à 21 ans, ils aient recherché 30 % à 25 et ainsi de suite. On peut le déterminer. Mais avec des contrats de fonds distincts, il y a possibilité aussi de le faire sans nécessairement passer par un testament. Donc, t'es plus jeune, t'as moins d'actifs, ou tu veux juste pas réouvrir ton testament et repasser chez le notaire, ben il y a possibilité quand même de donner des directives par rapport à ton placement. Pour ce fonds-là. Et faire en sorte, exact, lorsque ça va être un bénéficiaire, puis je dis mineur, mais ça pourrait être même un bénéficiaire majeur, je veux qu'il y ait tel montant à telle période, tel montant à telle période, parce que même majeur, on sait très bien qu'il y en a qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés à gérer l'argent et que ça serait pas un cadeau
de le donner plus rapidement. Et tu peux-tu encore une fois me confirmer qu'est-ce que tu peux faire de plus, justement, dans le fonds d'investissement distinct versus le commun? Est-ce que c'est ça, les fameuses particularités? Présentement, c'est que ça, ce que j'ai nommé, c'est des particularités qui sont propres au fonds distinct. Okay. Tout à l'heure, on a parlé de legs advenant le cas qu'on était mariés. Le mariage, tu peux être en séparation de biens, qui fait grosso modo que tu as 50-50% qui s'en va un et l'autre en cas de séparation. Sinon, ça s'en va à l'autre en cas de décès. Puis, tu as la société d'acquêt. Fait que tout ce qui a été acquis avant le mariage est à la personne propre, et tout ce qui a été acquis après, ça s'en va aussi, même principe, 50-50. Il y a possibilité avec le fonds distinct un peu de passer, si tu veux, contourner un peu cette réglementation-là, parce qu'on nomme un bénéficiaire. Donc, si encore là, je laisse un gros héritage déjà à ma femme, il y a possibilité que je nomme un bénéficiaire qui est complètement autre, qui peut être un neveu, une nièce, un oncle, peu importe, un partenaire, un ami, que je nomme sur le contrat d'affaires, sur le contrat de fonds distinct, et que ça s'en est à cette personne-là et non pas à ma femme qui aurait dû le recevoir. Femme ou mari, bien entendu. Et un autre avantage qui est très important, qui est vraiment pas à passer à côté, c'est la protection contre les créanciers. Donc, au Québec, lorsqu'on va avoir un bénéficiaire qui va être un bénéficiaire de premier ordre, fait que là, on entend là-dessus conjoint-conjointe, okay. Les enfants directs, ou les petits-enfants, ou les parents. C'est quand même une couple de personnes. Oui, non. Il y en a quelques-uns. Mais les personnes proches, c'est premier ordre. De premier ordre. Si je les nomme comme bénéficiaires, dans le fond, puis que le titre de bénéficiaire est irrévocable, ça peut être insaisissable pour les créanciers. À ça, il s'ajoute bien entendu la clause que la transaction ne doit pas avoir été faite pour éviter, dans le fond, une faillite. De façon générale, même si toutes les normes sont respectées, dans les 12 derniers mois avant de faire faillite, si quelqu'un a fait une transaction, cette transaction-là peut être reconnue et devrait être reconnue comme possiblement, on va dire le terme frauduleux, mais qu'elle a été faite en fonction d'éviter une saisie. Ouais. Mais tout ce qui a été fait avant, que la situation financière allait très bien, rendu là, on va être insaisissable aux yeux des créanciers, ce qui est pas négligeable dans la balance. On va être capable de protéger un peu les acquis avec ça, finalement. Protéger beaucoup, en fait. Exact. Fait que, je dirais, les fonds distincts ont leur place dans les investissements, ont leurs beaux avantages et malheureusement, sont pas assez connus, assez décrits. Donc, posez les questions, informez-vous. Et si votre conseiller vous en parle pas déjà, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ouais. Puis il y a des beaux avantages aussi concernant le CELI. Donc, on peut rajouter un titulaire subrogé, ce qui fait en sorte que si jamais je décède, au lieu que ce soit juste l'argent qui se transfère à mon conjoint, ma conjointe, c'est contrairement le contrat qui va se transférer au nom du conjoint-conjointe. L'avantage de ça, c'est que si jamais j'ai un legs quand même important. J'ai quelques actifs. Moi, j'ai un peu d'immobilier. J'ai des terres à bois. Au décès, c'est pas quelque chose qui se règle en quelques mois. C'est plus 12 mois et plus que ça va se transférer. Ce que ton CELI va faire comme rendement entre le moment du décès et le moment du transfert, cette partie-là, le CELI, les gars, l'avantage principal du CELI, vous rappelez c'est quoi? On paye pas d'impôt. Fait que tout le gain qui est fait est net. Il n'y en aura jamais. Tu n'économises pas quand tu mets dedans, mais le gain et tout, tu le ressens net. S'il est dans un fonds distinct, et dans un fonds standard, dans le fond, un fonds commun, et sur le marché, tout le gain qu'il va avoir fait, lui, il ne tient plus à cette définition-là, donc il tombe imposable. OK. Donc, on s'adonne à avoir un CELI qui est plein, j'ai une centaine de mille dedans. On fait un 6-7% dedans. Il y a un 7-8 000 dans le fond que lorsqu'on va transférer au conjoint ou conjointe, qui va avoir un gain dessus, donc qui va avoir de l'imposition à payer ce gain-là en fonds distinct. Lorsqu'on va nommer un titulaire subrogé, l'entièreté du portefeuille va être transférée net et en plus, tant aussi longtemps que le propriétaire, le conjoint qui a reçu l'argent de son défunt mari,
il y a comme 2 droits de CELI, si on veut. Fait que si, admettons, lui aussi, il avait maximisé déjà qu'est-ce qu'il avait le droit de mettre, 100 000, 109 000, ben là, il peut se retrouver quand même avec 218 000 de CELI comme propriétaire, et c'est totalement légal. Il a acquis les droits de son... Parce qu'il a pris le droit du contrat. Exactement. Oh, très intéressant, très intéressant. Merci beaucoup, Bernard. Ben, ça Bernard fait grand Paquette. plaisir. Donc, si vous voulez plus d'informations, contactez-nous. Ça me fait plaisir de vous informer. Vous avez besoin du bon conseil. Merci, Bernard. Yes, bonne semaine. Bonne semaine. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.